La semaine dernière, je vous avais proposé de jouer le rôle un peu d'avocat de la défense, enfin plutôt de quitter le rôle d'avocat de la défense, de prendre le rôle de procureur et de vous montrer les difficultés du modèle du Big Bang. Vous avez vu qu'elles ne sont pas minces. Je vous rappelle ce qu'on a passé en revue. D'abord, le problème de l'asymétrie entre matière et antimatière. Il semble que dans l'univers, la matière domine. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à expliquer par les lois connues de la physique fondamentale. Ensuite, le problème de la matière noire. L'essentiel de la masse de l'univers est composé de matière de nature inconnue, et c'est même encore pire que ça, c'est-à-dire qu'il s'agit de particules dont on sait qu'elles n'ont pas été mises en évidence ou détectées dans le cadre de la physique subatomique telle qu'elle est par exemple mise en place auprès du CERN à Genève. Ensuite, problème de l'énergie noire. Vous avez vu que l'univers est en accélération et qu'il est assez délicat d'en rendre compte avec une gravitation purement attractive. Et enfin, le dernier problème, et pas le moindre, c'est bien sûr le problème du Big Bang lui-même, puisque le Big Bang est une prédiction très claire de la relativité générale, mais nous avons toutes les raisons de penser que la relativité générale elle-même n'est plus la bonne théorie quand il s'agit de décrire l'instant primordial, puisqu'elle manque les effets quantiques. Alors, je crois que notre temps est passionnant, parce que nul ne sait aujourd'hui si l'on viendra à bout de ces difficultés par de petits ajustements locaux. Peut-être qu'on va trouver des réponses à chacun de ces paradoxes de façon indépendante les uns des autres, ou peut-être qu'on viendra à bout de ces difficultés par un changement global de paradigme, c'est-à-dire en redessinant une nouvelle fois l'image du monde. Mais vous voyez, ce qui est un peu compliqué, c'est que la révolution est assez difficile à faire en science, parce que, vous savez, les philosophes disent « la prescription n'est pas performative ». Ce que ça veut dire en clair, c'est le fait de l'appeler n'engendre pas le fait. Et je peux dire, et moi j'ai pas de honte à le dire, faisons la révolution, je suis pour la révolution. Le problème c'est qu'il ne suffit pas de l'appeler. Encore faut-il avoir l'idée géniale qui viendra remplacer ce qui est aujourd'hui connu. Et c'est ça qui est compliqué. C'est pas de dire il y a des problèmes, tout le monde sait qu'il y a des problèmes. Ça c'est une non-information. Ce qui est compliqué, c'est de trouver face à ces problèmes une explication qui surpasse celle dont nous disposons à l'heure actuelle. Et ça, c'est extrêmement difficile. Donc, on ne sait pas bien si c'est par petits ajustements locaux ou par changement global d'image du monde que vous, pendant vos thèses, allez éclairer tous ces problèmes de la cosmologie contemporaine. Ce que je vous propose donc aujourd'hui, pour finir, c'est de faire un petit tour avec cette idée à la fois subversive et pourtant, me semble-t-il, assez traditionnelle de multivers. Alors, multivers, c'est un néologisme qu'on construit à partir de univers, pour signifier une multitude d'univers. Alors, ça m'intéresse parce que, vous verrez, il y a un fondement scientifique à ce que je vais vous dire, tout à fait sérieux, tout à fait usuel, tout à fait traditionnel, mais il y a aussi une ramification métaphysique. Parce que pour faire face à cette question, pour par exemple prendre parti, s'agit-il encore de science? Vous allez devoir convoquer votre définition de la science. Et donc vous voyez que même si vous n'êtes pas friand de philosophie, ce qui est votre droit, face à ce type de proposition qu'on trouve aujourd'hui dans des articles de physique parfaitement sérieux, ce n'est pas le fait de quelques physiciens échevelés, et que donc pour prendre parti face à cette question éminemment scientifique, vous ne pouvez pas faire l'économie d'une interrogation métaphysique sur ce qui fonde votre savoir, ou peut-être plus exactement sur l'enjeu, l'objectif, le dessein qui est le vôtre quand vous pensez en scientifique. Alors d'abord, je prends quelques minutes pour rappeler que cette question d'univers multiple n'est pas tout à fait nouvelle en physique et qu'en réalité, elle traverse l'histoire de la pensée. Alors, je vais être très rapide sur l'aspect historique, j'en ai déjà trop parlé dans les premiers cours, je sais que vous en avez ras-le-bol, donc je prends juste quelques instants pour faire un petit panorama, du concept de multivers. Je crois qu'il est né finalement, comme beaucoup, en Grèce ancienne, avec les atomistes et en particulier avec Démocrite, qui écrit explicitement dans ses lettres à Simplicius que certainement les atomes sont en nombre illimité, mais que les mondes le sont aussi.
Alors évidemment, le terme de monde est à prendre avec des pincettes, il faut toujours être très prudent et scrupuleux avec ces décontextualisations. Ces mots, à 25 ou 30 siècles d'écart, n'ont pas le même sens. Mais enfin, l'idée d'une multiplicité d'univers fait déjà jour dans la pensée de Démocrite. C'est une idée qui est ensuite prolongée par Épicure, qui, comme je vous l'ai expliqué, va infléchir le modèle de Démocrite en y ajoutant la petite déviation, le parenklisis en grec, le klinamen en latin, vous savez, ces atomes qui dévient comme ça de leur orbe de chute. Et chez Épicure, on parle de kosmoi. Kosmoi, c'est le pluriel de cosmos. Le terme est employé non plus seulement au singulier. Et on commence à voir poindre de façon durable et répétitive l'idée d'un cosmos qui serait multiple dans sa structure même. Je crois que celui qui a véritablement poussé plus avant ce concept, c'est Anaximandre, que, comme je vous l'avais signalé, mon ami, le génial physicien Carlo Rovelli, considère comme l'inventeur de la physique moderne, parce qu'Anaximandre, c'est celui qui va vraiment ancrer son rapport au monde sur un principe, vous savez ce qu'on appelle un arché en grec. C'est d'ailleurs quelque chose qui peut être remis en cause dans ce qu'on appelle l'anarchie. L'anarchie, c'est pas le grand n'importe quoi, c'est pas des bombes à tous les coins de rue. Le mot anarchie, ça veut dire anarché, sans principe. C'est une manière d'interroger le rôle des pouvoirs régaliens, par exemple. Bon, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, pour en revenir à l'idée scientifique, ce que va faire Anaximandre, c'est s'accrocher à l'idée d'un nombre réduit, aussi réduit que possible, de principes, éventuellement un seul principe, pour tenter d'englober ou de décrire la totalité du monde. Et comme vous le savez, chez Anaximandre, le principe, c'est l'apeiron, qu'on peut traduire aussi bien par indéfini que par infini. Il y a comme ça une sorte d'ambiguïté constitutive. Alors ensuite, au Moyen-Âge, c'est fini tout ça. Ces libertés grecques, ces systèmes un peu curieux, parfois provocateurs, il n'en est plus question. Les grands systèmes apologétiques médiévaux vont complètement fermer cette porte. Le monde est unique parce que Dieu est unique. Le monde est assujetti à Dieu. Donc pendant très longtemps, toutes ces pensées à la frontière de ce qu'on appellerait aujourd'hui la physique et la métaphysique, qui ont évidemment une origine mythique, sont totalement mises à l'écart par la somme théologique en particulier, qui bien sûr n'a de cesse de rappeler l'unicité des principes, des valeurs, de Dieu et du monde. Et comme on pouvait s'y attendre, c'est à la Renaissance qu'on va à nouveau voir fleurir ce type de déconstruction de l'intérieur. Alors d'abord sans doute chez Nicolas de Cuse, qui dans sa doctignorance va envisager la possibilité d'univers multiples, mais cela de façon extrêmement lacunaire, de façon extrêmement évasive. Mais celui qui, en bon héritier, va véritablement développer l'idée à la Renaissance, c'est le génial Giordano Bruno. Je vous invite vraiment à découvrir la pensée de Bruno, c'est extraordinaire. Giordano Bruno, c'est quelqu'un d'extraordinairement insolent, d'ailleurs il est mort brûlé vif, comme il se doit, qui m'est extrêmement sympathique, parce qu'il a réussi à se faire détester partout où il allait. C'est l'empêcheur de penser en rond. Il était génial, invité dans toutes les universités, quand il se rendait dans les cités, au bout de quelques mois, je disais, mais qu'est-ce que c'est que cet emmerdeur qui nous explique qu'on n'a rien compris, qu'on pense trop droit, qu'on n'a pas vu certains aspects de la question. Ben voilà, c'est ça, c'est un grand intellectuel, c'est quelqu'un qui montre que les choses sont toujours un peu plus compliquées que ce qu'on pourrait croire, et effectivement, il écrit dans ses lettres à Philothéo, « Persévère, cher Philothéo, montre-leur comme les mondes sont en nombre illimité. » Là, c'est très clair. Chez Bruno, ce n'est pas une exégèse ou une herméneutique a posteriori qui nous donne l'illusion d'une multitude de mondes. C'est écrit. Il plaide pour cette multiplicité des mondes. Alors, comment l'interpréter? Est-ce que c'est vraiment une multiplicité d'univers? Est-ce que c'est une multiplicité de systèmes planétaires? Ça n'a pas grand sens. Ce sont évidemment des questions qu'il ne se posait pas en ces termes. Les connaissances astronomiques n'étaient pas celles que nous avons aujourd'hui. Mais en termes global, il est très clair que Bruno plaide pour cette multiplicité. Et son frère de cœur français, un peu avant, François Rabelais, interroge aussi cette question. Rabelais fait allusion à un philosophe grec qui s'appelle Pétron et parle comme ça des mondes qui tombent un peu comme des vérités sur l'abbaye de Thélème. C'est très intéressant de mettre en contrepoint Rabelais et Bruno, mais Bruno est déjà philosophe.
ou déjà scientifique, si vous voulez. Il est dans le langage vernaculaire de la science de la nature. Alors que Rabelais est encore dans le magique, dans le mystique, dans le miraculeux. Rabelais est dans l'auto-exégèse de sa propre narration. C'est un peu le recto et le verso d'une pensée relativement similaire, mais appréhendée par un axe rationnel ou par un axe mythique, pourrait-on dire. Bon, ensuite, bien sûr, l'âge classique. Leibniz. Si vous demandez à un physicien, à un philosophe plutôt, mais enfin il fut un temps où c'était la même chose, à quoi il pense quand on évoque monde multiple, la réponse canonique c'est Leibniz, le grand théoricien des mondes multiples. D'ailleurs, vous savez que Leibniz peut être le dernier qui soit à la fois un très grand, immense philosophe et un immense scientifique, que ce principe de moindre action, qui est au cœur de toute la physique contemporaine. Hein, vous savez ça, qu'est-ce qu'on fait quand on regarde des trajectoires? On extrémise, enfin non, vous ne savez peut-être pas d'ailleurs, mais je vous le dis, on extrémise l'action qui est l'intégrale du Lagrangien, c'est peut-être le principe le plus fondamental de la physique qu'on doit à Leibniz. Et comment Leibniz l'a-t-il intuité? À partir de cette idée de monde multiple. Pour Leibniz, vous avez une infinité de mondes potentiels et un seul monde réel qui est celui qui est, disons d'un point de vue éthique, ou axiologique le plus parfait, et d'un point de vue scientifique, le plus extrémal. Mais en fait, je crois que Leibniz n'est pas un philosophe opportun à convoquer quand on s'intéresse au multivers. Parce que pour Leibniz, les mondes multiples sont virtuels. Il n'y a qu'un monde réel. Ce sont des mondes possibles, et c'est le meilleur qui est instancié. Vous savez que Voltaire se moquait de Leibniz quand il voyait Lisbonne ravagée, qu'il disait c'est ça, le meilleur des mondes possibles. Oui, mais c'est pas ce que voulait dire Leibniz. Pour Leibniz, il ne dit pas que c'est un monde parfait. Nous ne sommes pas Dieu, nous ne pouvons pas juger de la perfection. C'est le meilleur des mondes possibles. Mais il n'y a qu'un monde réel chez Leibniz. Donc c'est pas tout à fait le multivers tel que moi je vais vous en parler. Bon, ah oui, peut-être un mot au XVIIIe quand même de Fontenelle. Fontenelle écrit un entretien sur la pluralité des mondes. Moi j'aime bien, c'est très 18e, c'est très précieux, c'est un ouvrage de séduction en fait. Fontenelle cherche à séduire, donc c'est vraiment écrit plus dans le but de plaire que dans le but d'instruire, mais c'est aussi une très belle réflexion sur le relativisme. En réalité, les mondes multiples dont parle Fontenelle, ce sont plutôt les mondes de nos intellects propres. C'est la diversité des points de vue et des rapports au réel qui sont autorisés. Et puis je termine avec la philosophie contemporaine, et je voudrais citer deux philosophes qui s'intéressent aux mondes multiples. Le premier c'est David Lewis, philosophe analytique américain, qui essaye de répondre à la question de ce qu'on appelle en philosophie les conditionnels contrefactuels. En fait c'est très simple. Un conditionnel contrefactuel c'est quelque chose comme si je n'étais pas venu, vous n'auriez pas cours en ce moment. Ou si l'Europe avait été un peu moins scandaleusement égoïste, des centaines de milliers de réfugiés ne seraient pas morts devant ses frontières closes. Ces énoncés sont vrais. Mais comment sait-on qu'ils sont vrais, puisque ça n'a pas eu lieu? Quel est, en philosophie, on appelle ça un truth maker. Un truth maker, c'est un faiseur de vérité. Si je vous dis quand je lâche mon téléphone, il tombe, je peux le faire, et c'est vrai. Mais oui, non, mais il est plus à ça près. Mais remarquez, avec les iPhones, il faut quand même se méfier. Mais donc, quand je vous dis, si je n'étais pas venu, il n'y aurait pas eu secours. Comment vous savez que c'est vrai, puisqu'en fait, je suis venu? L'expérience, non seulement n'a pas été faite, mais elle est infaisable, puisque je parle de quelque chose qui n'est pas arrivé. Comment vous savez que c'est vrai? Et pour Lewis, la seule manière de rendre vraie une telle proposition, c'est de dire qu'il existe un autre monde dans lequel en réalité je ne suis pas venu et dans lequel en réalité vous n'avez pas eu cours. Que c'est la seule manière de rendre cette proposition apparemment vraie, réellement vraie. Alors ça vous paraît peut-être complètement délirant, mais en fait ça a donné lieu aussi à beaucoup de développement mathématique, et c'est ce qu'on appelle la logique modale, c'est-à-dire qu'on va indexer les propositions sur les modalités. En fait, c'est pas du tout quelque chose de délirant, du point de vue formel et du point de vue scientifique, c'est même une proposition extrêmement cohérente. Maintenant, évidemment, en termes ontologiques, croire réellement à l'existence de cette infinité de mondes, ça c'est une autre question. Et le dernier exemple que je veux vous donner, avant d'en venir enfin à la physique,
C'est celui de Nelson Goodman, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois pendant ce cours, parce que c'est un philosophe également analytique américain qui m'intéresse beaucoup, qui lui évoque les mondes multiples en un sens très différent. Vous voyez, chez Goodman, ce ne sont pas du tout des mondes au sens de l'astrophysique, ce ne sont pas des univers qui sont autre part. Ce que dit Goodman, c'est que l'art, la science, la littérature, la musique sont des manières de faire des mondes. Et qu'en fait, le réel, pour Goodman, n'est pas quelque chose de donné, c'est quelque chose qu'on est constamment en train de construire. Les équations différentielles, les quarts de ton, les fées, les licornes et les timbales n'appartiennent pas au même monde. Ils ne font pas monde ensemble. Ce que dit Goodman, c'est que nos systèmes symboliques sont en réalité les véritables mondes. Vous voyez, le réel n'est pas quelque chose à découvrir, c'est quelque chose à inventer sous contrainte d'adéquation avec l'observation et l'expérience. En fait, ce que considère Goodman, c'est qu'il y a une sorte de lente évolution qui a commencé avec Emmanuel Kant, où l'on est passé d'une vision du monde en tant que tel vers une vision de l'esprit, vers une vision des concepts, vers une vision des symboles. En fait, c'est une philosophie que je trouve très subtile, très fine, qui bien sûr a mauvaise presse, parce que l'idée que quelque chose d'intrinsèque n'existe pas est extrêmement dérangeante pour l'esprit. Mais vous voyez, on a demandé à Goodman, mais enfin quand même, monsieur Goodman, est-ce que c'est vraiment nous qui faisons les étoiles? Est-ce que vous croyez vraiment que les étoiles n'existent pas indépendamment des hommes? Oui, mais Goodman n'est pas idiot. Il sait très bien qu'il y a quelque chose là qui brille dans le ciel et qui existe indépendamment des hommes. C'est une évidence. Mais ce que dit Goodman, c'est que le choix de les lier en constellation est humain. C'est que le choix de considérer que l'étoile a une taille qui est par exemple donnée par son diamètre visible, est complètement arbitraire. Vous voyez, Bergson disait « Notre corps va jusqu'aux étoiles ». Si vous définissez le Soleil par le vent de particules qu'il émet, nous sommes dans le Soleil. D'ailleurs, du point de vue physique, il est assez raisonnable de dire que la Terre est à l'intérieur du Soleil. Oui, nous sommes à l'intérieur du champ électromagnétique et du vent de particules créé par le Soleil. Pourquoi voulez-vous arrêter le Soleil à la surface visible? Ça, c'est complètement dépendant de notre manière humaine d'apercevoir le réel. Donc ce que dit Goodman, c'est que bien sûr, les étoiles existent, mais la catégorie étoile, telle que vous pourriez l'employer quand vous discutez avec un ami, ça c'est une création humaine. Vous avez catégorisé le monde en fonction de vos attentes. Et donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Moi je vous recommande, comme tout ce que je vous raconte depuis le départ, de vous y confronter. Voilà. Je crois que mon rôle, si tant est que j'y sois un tout petit peu parvenu, c'est de vous déranger. De vous empêcher d'être tranquille dans vos charentaises de futurs physiciens ou biologistes ou informaticiens ou mathématiciens ou géologues ou chimistes, oui, même chimistes. Voilà. Ne soyez pas d'accord avec moi, une fois de plus. Vous avez parfaitement le droit de détester Goodman, mais essayez de cheminer avec ces pensées hétérodoxes qui vous montrent que la science, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué que simplement la découverte de la vérité. Un peu plus compliqué et peut-être encore plus beau d'ailleurs que ça. Vous savez, Goodman confère finalement aux scientifiques la capacité créative qui est usuellement conférée aux artistes. Nous devenons en tant que scientifiques des créateurs de monde. Moi je ne trouve pas ça du tout dévalorisant. Personnellement j'en suis même plutôt flatté. Mais après, voilà, chacun voit à sa porte ses désirs. Bon, parfait. Venons-en à la science contemporaine. Alors, je voudrais vous montrer quelques exemples de manière dont cette idée d'univers multiple apparaît, fait presque effraction, pourrait-on dire, dans le champ des théories physiques d'aujourd'hui. Quelques exemples non exhaustifs. Eh bien, commençons avec la relativité générale. Bon. Je commence à dessein avec une théorie non controversée. Je vous parlerai tout à l'heure de théorie des cordes, enfin voilà, de choses très spéculatives. À ce stade, prenons l'archétype d'une théorie qui marche, d'une théorie usuelle, et peut-être même du parangon d'une proposition physique cohérente sur le monde. Quel rapport entre la relativité générale et le multivers?
Alors, il faut être prudent, là encore. Si vous appelez univers, ce qu'on appelle universus en latin, la totalité de ce qui existe, la totalité de ce qui existe. Alors évidemment, le concept même d'univers multiple est une contradiction dans les termes. Il n'y a pas plusieurs totalités. Mais il se trouve qu'en physique, nous jouons généralement avec une acceptation ou une acception plus réduite du concept d'univers. Par exemple, dans le cadre cosmologique, on a tendance à appeler univers ce qu'on nomme parfois un volume de Hubble. C'est quoi un volume de Hubble? C'est tout ce qui peut avoir été en interaction avec nous. Vous savez que l'univers a un âge fini et que la vitesse de la lumière a une valeur finie. Par conséquent, quelque chose là qui en ce moment est à 100 milliards d'années-lumière de vous ne peut pas avoir eu la moindre interaction avec vous. Parce que quoi qu'il se soit passé là-bas, ce n'est pas encore arrivé jusqu'à vous. Donc, du point de vue scientifique, ça ne fait pas partie de votre univers. Ce qu'on va appeler notre univers, c'est une sphère centrée sur la Terre, de quelques dizaines de milliards d'années-lumière de rayons, et qui correspond, pour le dire autrement, c'est à peu près équivalent, pas tout à fait, mais c'est à peu près équivalent, qui correspond à tout ce qu'on pourrait voir avec un télescope infiniment puissant. Même si on avait un télescope infiniment puissant, on ne pourrait pas voir infiniment loin, d'accord? Parce que ce qui est au-delà d'une certaine limite, qu'on appelle l'horizon, n'est pas encore arrivé jusqu'à nous. Tout ce qui est au-delà de cette limite ne fait pas partie de notre univers puisqu'il est totalement décorrélé de nous, causalement décorrélé. C'est clair? Donc je prends ça pour le moment comme définition d'univers. Un univers, c'est un volume de Hubble, d'accord? Et je regarde le lien avec la relativité générale. Ben, il est simple. Quand on s'intéresse à la cosmologie, et c'est le cas pour nous, il y a 3 types de géométrie qui sont possibles, c'est-à-dire 3 types de formes de l'univers. La géométrie plane, euclidienne, la géométrie sphérique et la géométrie hyperbolique. Alors, ce sont les 3 types de géométrie dont la relativité générale nous montre qu'elles sont compatibles avec les symétries cosmologiques. Oui, mais ça a une conséquence, ça. C'est que dans 2 de ces 3 géométries, l'espace est infiniment grand. Dans 2 des 3 géométries que je viens d'évoquer, l'espace est infini. Mais si l'espace est infini, alors les volumes de Hubble, les boules d'univers, sont forcément elles aussi en nombre infini. D'accord? Dans un volume infini, vous pouvez mettre un nombre infini de boules finies. On est bien d'accord? Donc vous avez déjà une infinité d'univers. Vous pourriez me dire, bah on s'en fiche, puisque de toute façon ces autres univers on ne peut pas les voir, puisque de toute façon ils n'ont aucun lien avec nous. Ça change quoi qu'ils existent? Alors ça c'est une question intéressante. Ça change quoi qu'ils existent? J'ai 2 choses à répondre à ça. La première c'est que, et là encore, hein, vous pouvez n'être pas d'accord avec moi, évidemment, j'ai tendance à croire que la physique c'est un peu plus que la capacité à fabriquer des téléphones portables perfectionnés. J'ai tendance à croire que la physique, c'est quand même un grand récit sur le monde. Et par conséquent, savoir que quelque chose est potentiellement prédit par nos théories, quand bien même on ne peut pas directement le vérifier, ce n'est peut-être pas tout à fait anodin. Mais au-delà de ça, et de façon plus prosaïque et pragmatique, ça a des conséquences. Ça a des conséquences parce que, imaginez par exemple, simple hypothèse, que ce que je vais dire maintenant est faux d'ailleurs. Hein. C'est un exercice de pensée que je fais là. C'est pas une démonstration rigoureuse. Imaginez que pour que la vie existe, il faille un univers très homogène. Et que notre univers nous paraisse très étonnamment homogène. Si vous n'avez qu'un univers, c'est bizarre. Pourquoi est-il exactement comme il faut? Mais si vous avez une infinité de volumes de Hubble, il est tout à fait inévitable que de temps en temps, des volumes de Hubble soient homogènes, aléatoirement. Par conséquent, il n'est pas surprenant qu'en tant qu'être vivant, nous nous trouvions dans un volume homogène. Ça change complètement notre manière d'évaluer ce que nous observons. Et je vais vous donner une deuxième conséquence intéressante de ce multivers élémentaire, et consensuel en fait. Hein. Ce que je vous dis là ne repose sur aucune théorie inacceptée. C'est vraiment une conséquence de base des théories de base. Deuxième conséquence intéressante. Dans ce cas-là, puisque j'ai une infinité d'univers, tout ce qui est possible doit se produire, et même se reproduire une infinité de fois.
Bah oui, parce que, imaginons, je fais l'hypothèse que j'ai une distribution de probabilité qui est plate dans le multivers, ce qui est l'hypothèse la plus naïve que je peux faire. Notre existence, la vôtre, la mienne, est possible puisque nous existons. Donc la probabilité que nous existions est non nulle. Donc si je tire une infinité de fois, ça va forcément se reproduire. Quand je tire au dé, je tire un 1. Si je tire 5 fois, il se peut que je fasse qu'une fois le chiffre 1. Mais si je tire une infinité de fois, je vais forcément refaire le 1. Vous voyez, quand je tire une infinité de fois, tout ce qui est possible, toutes les phases du dé vont forcément ressortir. Donc, nous devons, quelque part dans ce multivers, avoir nos alter-égaux, c'est-à-dire des êtres exactement identiques à nous-mêmes. Et là, il se passe quelque chose de très intéressant. C'est que ces alter-égaux, et on peut d'ailleurs calculer quelle est la distance moyenne, qui est très grande, mais qui n'est pas infinie, à laquelle on doit trouver nos alter-égaux. Et ce que je disais donc, ce qui est amusant, c'est que ces êtres, qui sont nous-mêmes finalement, parce qu'ils sont exactement identiques à nous-mêmes, avec les mêmes amis, les mêmes amours, les mêmes ennemis, peuvent avoir un futur différent. Alors ça paraît bizarre, parce qu'en physique, on a envie de se dire, mais quand même, l'évolution est causale. Donc deux objets qui ont exactement le même passé, exactement, doivent avoir le même futur. Vous êtes d'accord? Si les conditions initiales sont les mêmes, les conditions finales sont les mêmes, quoi. C'est la base de la physique. Ben non. Même sans mécanique quantique. Vous voyez pourquoi ou pas? Parce que ces univers, ils grandissent. Pourquoi ils grandissent? Parce que la vitesse de la lumière étant ce qu'elle est, on peut voir de plus en plus loin. Bon, ça, c'est pas tout à fait vrai quand la constante cosmologique est positive. Mais j'oublie pour l'instant ces détails. Dans un univers standard, sans constante cosmologique, vous êtes d'accord, on peut voir de plus en plus loin. Donc les volumes de Hubble, les univers, ils grandissent. Mais donc deux volumes de Hubble qui sont exactement les mêmes maintenant. D'accord? Ici et ici, vous avez exactement la même chose. Un instant t plus tard, celui-là a un peu grandi, celui-là a un peu grandi. Oui, mais leurs environnements n'étaient pas forcément les mêmes. J'ai dit que l'intérieur était les mêmes, mais les environnements, en général, ne sont pas les mêmes. Donc, dans ces deux univers, vous avez des objets physiques différents qui vont rentrer. Donc, les deux personnes qui étaient dans ces deux univers n'auront pas forcément le même devenir, parce qu'elles vont entrer en contact causal avec des environnements différents. Donc, il y a déjà une perte de déterminisme au niveau classique dans le multivers, ce qui est assez faramineux, je trouve. Ça va ? Bon, je vous donne d'autres exemples, parce que je veux que vous sentiez un petit peu la profusion d'idées autour de ces choses-là. Donc le deuxième exemple que je voudrais vous donner, c'est celui de la mécanique quantique. Bon, je fais exprès, hein. Je commence par les deux meilleures théories de la physique contemporaine. Je vous ai montré, j'espère, qu'il y avait comme une suspicion de multivers en relativité générale. Je voudrais vous montrer maintenant qu'il y a comme une suspicion de multivers en mécanique quantique. Alors la mécanique quantique, je vous en ai peu parlé parce que ceux d'entre vous qui sont physiciens vont beaucoup en refaire. Pour les autres, c'est très bien documenté. C'est la science de l'infiniment petit. Bon, là encore, c'est un peu faux de dire ça, parce qu'il y a des systèmes quantiques qui ne sont pas infiniment petits. Mais enfin, en général, c'est la physique qu'on convoque quand on s'intéresse aux particules élémentaires, aux atomes, etc. D'accord ? Cette mécanique quantique, comme je crois vous l'avoir déjà suggéré, nous montre qu'à petite échelle, il y a beaucoup de grandeurs qui deviennent discrètes. Discrète en physique, ça veut dire discontinue. Par exemple, l'énergie est quantifiée. Elle nous montre que des particules élémentaires peuvent se trouver simultanément en deux endroits. Et elle nous montre enfin qu'il faut renoncer au déterminisme de la physique classique parce qu'il y a quelque chose d'aléatoire, de stochastique, dans les résultats des expériences. Voilà. En trois phrases, voilà ce que dit la mécanique quantique. C'est comme la relativité, une science qui est très bien éprouvée, qui a été mise à l'épreuve un nombre incalculable de fois, et rien que le fonctionnement d'un téléphone portable est fondamentalement basé sur la mécanique quantique. Donc on est entouré de mécanique quantique. Quel est le rapport avec le multivers ? En mécanique quantique, on a une équation d'évolution. Généralement, c'est l'équation de Schrödinger, qui est une équation différentielle. Mathématiquement, c'est un objet très banal. Et cette équation d'évolution est parfaitement déterministe. Si vous lui donnez des conditions initiales, elle vous donne l'état final. C'est une équation qui est bien déterminée, qui a une forme tout à fait standard. Mais on rajoute en plus, en mécanique quantique, un postulat qu'on appelle le postulat de la mesure. C'est que quand un système quantique, par exemple une particule élémentaire, interagit avec un système classique, par exemple cette table, ou un oscilloscope, ou n'importe quel instrument, alors
se produit quelque chose de très bizarre. Et on considère qu'il y a là, alors on peut dire, un effondrement du paquet d'ondes ou une projection du vecteur d'état. Probablement ni l'un ni l'autre ne vous parle beaucoup. Mais ce que ça veut dire, c'est que la belle évolution mathématiquement bien définie, suivant ce qu'on appelle un processus unitaire, est d'un seul coup brisée. Et il se passe un truc très étrange qui est que ce qui décrivait l'état du système, au lieu d'évoluer comme ça, en gardant une longueur constante, paf, est projeté d'un seul coup sur un des axes de l'espace vectoriel de la théorie. On a besoin de ça. C'est le postulat de la mesure qui permet de rendre compte de ce qu'on observe. Sans ce postulat, la mécanique quantique est inopérante. Donc je n'ai pas le choix. Et toute l'école de Copenhague, qui est le courant dominant finalement dans l'interprétation de la mécanique quantique, utilise ce postulat de la mesure qui permet, si vous voulez, de comprendre comment se fait la transition entre le quantique et le classique. Alors, je vais le dire autrement. Je vais essayer d'être plus clair. En mécanique quantique, on peut être dans une superposition d'états. On peut être en même temps dans deux états. Par exemple, un atome peut être en même temps désintégré et pas désintégré. Mais vous connaissez la fameuse expérience de Schrödinger avec ce pauvre chat où un instrument mesure si l'atome s'est désintégré. S'il s'est désintégré, alors l'appareil brise une fiole contenant du poison et le chat meurt. Vous mettez tout ça dans une boîte. Et comme l'atome est, suivant la mécanique quantique, en même temps désintégré et non désintégré, bah alors le chat devrait être en même temps mort et vivant. Or, nous n'avons jamais vu de chat mort-vivant. Encore que pour les chats, je ne suis pas tout à fait sûr. Donc, a-t-on déjà vu un chat qui n'était pas mort-vivant? C'est plutôt ça la question. Bon, mais plus sérieusement, voilà le paradoxe, si vous voulez. Alors, on a progressé là-dessus, avec ce qu'on appelle la décohérence, mais je ne veux pas vous en parler ce soir. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a une autre interprétation de la mécanique quantique qui a été proposée par Hugh Everett il y a plusieurs décennies, un étudiant de Princeton, je crois, qui n'est plus du tout, il n'est déjà plus étudiant d'ailleurs quand il a proposé ça. Et ce que va proposer Everett, c'est qu'en réalité, il n'y a pas projection du vecteur d'état. Vous savez, cette opération qui est mathématiquement disgracieuse, dont je vous parlais tout à l'heure, qui brise l'unitarité de l'évolution. Ce que dit Everett, c'est pas du tout. Quand il y a mesure, il y a embranchement en univers parallèle. Autrement dit, il y a un univers où le chat est vivant et un univers où le chat est mort. Et Everett dit, c'est pour ça qu'on ne voit jamais de chat mort-vivant. C'est pas parce que la nature a d'un seul coup choisi. C'est parce que, là, en ce moment, quand je vous parle, je suis dans un de ces univers. Et je dis, ah, le chat est mort. Et dans un autre univers, j'ouvre la boîte et je dis, ah, le chat est vivant. Les deux se produisent réellement, mais dans des univers parallèles. Voilà ce que dit Everett. Alors ça a suscité beaucoup de débats. Sachez que ce n'est pas une proposition aussi folle qu'il pourrait sembler, puisqu'un récent sondage a montré, je crois, qu'environ un tiers ou la moitié des physiciens théoriciens pensaient que la bonne interprétation était celle de Everett. Alors il faut prendre ça avec des pincettes, parce que finalement les sondages, on s'en fout un peu. Ce n'est pas la majorité qui gagne en sciences, mais c'est intéressant sociologiquement pour que vous sachiez quand même que ce n'est pas une proposition défendue par 3 personnes au monde. Vous voyez, une petite moitié des physiciens théoriciens considèrent que c'est ça la bonne manière de voir. Donc c'est quand même quelque chose qui est soutenu par des milliers de personnes. Et là encore, on a envie de dire ça change quoi? Et effectivement, pendant des décennies, on a cru que l'interprétation de Everett de la mécanique quantique était intéressante au niveau philosophique, mais n'avait absolument aucune importance au niveau scientifique. Parce que là encore, dire le chat est mort partout, ou dire le chat est mort dans cet univers, mais il est vivant autre part, comme c'est un univers parallèle dans lequel on ne peut pas aller, ça change absolument rien. C'est totalement intestable. C'est pas vrai ça. En tout cas, c'est pas forcément vrai. Moi, j'ai publié il n'y a pas très longtemps un petit article, suivant d'ailleurs les travaux de Don Page, qui est un très grand physicien théoricien, qui montre qu'en fait, on peut imaginer des expériences de pensée où il serait possible de distinguer entre l'interprétation de Everett et l'interprétation de Copenhague. Quelle heure est-il? Bon, je vous raconte, version courte, en 30 secondes, quelle est l'idée du test. Pas pour que vous compreniez le détail, c'est juste pour que vous sentiez un peu comment ça marche. Imaginez que vous avez l'univers primordial, qui est décrit par la mécanique quantique. Et puis la mécanique quantique vous dit qu'il y a 2 évolutions possibles pour l'univers. Il y a l'état A et l'état B.
D'accord? L'état A, disons qu'il est hyper probable. Vous avez 99,999% de chance d'aller dans l'état A, puis vous avez une chance sur 1 million d'aller dans l'état B. D'accord? C'est possible, c'est en mécanique quantique, c'est fréquent qu'on a des choses comme ça. Deux évolutions possibles, une est beaucoup plus probable que l'autre. D'accord? Et imaginez que dans le cas improbable, c'est-à-dire l'état B, vous avez par exemple 1000 milliards d'observateurs. Et dans l'état A, qui est l'état probable, vous avez un observateur. Du point de vue de l'interprétation de Copenhague, l'interprétation usuelle, on s'en fiche complètement des observateurs. La physique, elle est ce qu'elle est. Elle dit c'est l'état A qui est le plus probable, donc la prédiction de la théorie est l'univers avec un très grand niveau de confiance, avec un très grand niveau de confiance, l'univers doit être dans l'état A. Voilà la prédiction de Copenhague. C'est clair, et on se moque des observateurs. Oui, mais dans l'interprétation de Everett, c'est un peu différent, parce que chez Everett, en fait, ils existent, ces 1 million d'univers. Et il y a réellement un univers qui est dans l'état B, et il y a réellement 999 999 univers qui sont dans l'état A. Vous voyez, chez Everett, ce n'est pas juste une probabilité, c'est que tous ces univers existent pour de vrai. Oui, mais maintenant, qu'est-ce que dit Everett? Il dit attention, parce que dans le cas peu nombreux, où j'en ai qu'un seul univers, le cas B, j'ai 1 milliard d'observateurs. Alors que dans le cas fréquent, j'ai qu'un observateur. J'ai un observateur 1 million de fois. Ça veut dire qu'au total, j'ai 1 million d'observateurs qui voient A, et j'ai 1000 milliards d'observateurs qui voient B. Et donc, moi, si je suis un observateur au hasard, j'ai en réalité beaucoup plus de chances de voir B que A, puisque j'ai 1 million de fois plus d'observateurs dans le cas B que dans le cas A. Donc, la même évolution physique. Chez Copenhague, je prédis que je dois voir A. Chez Everett, je prédis que je dois voir B. Donc vous voyez que ce n'est pas totalement exclu, en principe, d'imaginer des expériences qui permettent de mettre à l'épreuve l'interprétation monde multiple de Hughes-Everett en mécanique quantique. Ça va? Bon. Voilà deux exemples de possibles existants. Alors ça aussi, ça a une autre conséquence claire, hein, c'est que nos processus intellectuels de prise de décision, de conscience, si vous voulez, sont très probablement à un certain niveau d'origine quantique. Les neurones sont des systèmes qui, à un certain niveau, fonctionnent vraisemblablement suivant les lois de la mécanique quantique. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a un monde où je continue de faire court jusqu'à la fin de la séance, et un autre où j'en ai ras-le-bol et je m'en vais. Comme c'est beaucoup plus improbable, on va espérer que ce n'est pas celui-là, et que vous non plus, vous n'allez pas le faire, mais suivant Everett, ça doit arriver quelque part. Donc ça, évidemment, les mondes pullulent. Bon, peut-être maintenant, je vais vous parler de quelque chose de beaucoup plus spéculatif. Il y a beaucoup de mondes multiples dont je voudrais vous parler. Je commence par quoi? Bon allez, j'ai un peu de temps. Bon, je vais dire un petit mot des trous noirs quand même. Ça, c'est pas spéculatif. Trous noirs. Alors en fait, c'est intéressant parce que les trous noirs peuvent intervenir dans la pensée du multivers à deux niveaux différents. Donc je vous présente deux manières dont les trous noirs peuvent être pensés comme des générateurs de multivers. La première manière est inspirée de ce que Lee Smolin, le grand théoricien de la gravité quantique à boucle, a proposé comme une sorte de sélection darwinienne des univers. Smolin pense que les trous noirs peuvent être en fait des bébés univers. Et que les trous noirs peuvent être des... en fait, dès qu'on forme un trou noir, on forme un univers. Alors vous pourriez vous dire, mais c'est quand même bizarre parce qu'un trou noir c'est petit. Un trou noir ça fait, je sais pas, un trou noir stellaire ça fait quelques kilomètres de diamètre. C'est pas la taille d'un univers, ça. C'est vrai ça? C'est vrai de l'extérieur. Le diamètre extérieur d'un trou noir est effectivement de quelques kilomètres, mais le volume intérieur qu'il contient, si vous attendez suffisamment longtemps, peut être plus grand que notre univers entier. C'est une des petites subtilités de la relativité générale. Donc c'est pas un problème. Alors, ce que dit Smolin, c'est que notre univers, dans lequel nous habitons, contient vraisemblablement environ 10 puissance 17 trous noirs. C'est une estimation
probablement incorrecte, mais pas complètement fausse. Donc si on estime qu'on a à peu près 10 puissance 17 trous noirs dans notre univers, bah, ça veut dire que notre univers a enfanté 10 puissance 17 univers fils ou filles. Ce qui est intéressant dans cette vision des choses, c'est que c'est assez facile à tester. Parce que à chaque fois qu'on crée un univers par formation d'un trou noir, Smolin considère que les paramètres physiques vont un peu varier, ce qui n'est pas complètement idiot parce que j'ai un espèce de rebond quantique qui peut un peu changer les lois de la physique. Et à ce moment-là, ce que dit Smolin, c'est que les univers qui vont former peu de trous noirs, exactement comme en biologie si vous voulez, les univers qui forment peu de trous noirs ont peu de descendance. Donc ce sont essentiellement des univers stériles, donc il y en a très peu. Alors que les univers qui forment beaucoup de trous noirs vont avoir énormément d'enfants, qui eux-mêmes, comme ils ont des lois très proches des parents bien sûr, vont avoir énormément d'enfants et ainsi de suite. Donc vous avez une sorte de modèle darwinien, alors c'est pas complètement darwinien parce que il n'y a pas de lutte entre les univers pour la survie, évidemment les univers ne s'affrontent pas, il n'y a pas de proie, il n'y a pas de prédateur, etc. Mais vous avez quand même cette idée que plus vos lois sont favorables à la création de trous noirs, plus vous êtes probable. Et donc ce que dit Smolin, c'est ce modèle, on peut le mettre à l'épreuve, on regarde les lois de notre monde, si ces lois sont telles que le nombre de trous noirs est maximal, alors le modèle est corroboré. Si les lois telles qu'on les connaît ne sont pas telles que le nombre de trous noirs est maximal, alors le modèle est infirmé. À mon avis, il est infirmé d'ailleurs. Ça, c'est le premier exemple de multivers lié aux trous noirs. Je vous en donne un second. Alors le second exemple de multivers lié aux trous noirs, ben, c'est le fait que... C'est les trous de verre en fait. Hein. C'est le fait que quand on regarde la structure interne d'un trou noir, c'est quelque chose d'un peu compliqué. Par exemple, un trou noir de Schwarzschild, les trous noirs les plus simples, si vous êtes un physicien relativiste, vous allez dessiner ça comme ça. Voilà, alors là vous reconnaissez un trou noir, c'est ce qu'on appelle un diagramme de Penrose. Un diagramme de Penrose, c'est une représentation conforme de l'espace-temps qui permet de représenter la totalité de l'espace-temps sur un diagramme de taille finie. Ce point-là est l'infini passé, ce point-là est l'infini futur, ce point-là est l'infini spatial, ceci est l'horizon du trou noir, ceci est la singularité. L'espace est comme ça, le temps est comme ça, et la seule règle du jeu, c'est que vous ne devez jamais vous écarter de la verticale de plus de 45 degrés. Donc vous voyez, comme le temps, même si je ne bouge pas là, le temps passe. Donc en ce moment, si je suis là par exemple, je suis en train d'évoluer sur une ligne qui est comme ça. Parce que mon X ne bouge pas, je ne me déplace pas, mais mon temps s'écoule. Donc ma ligne d'univers va vers l'avant. Et elle va venir mourir sur ce point-là. Mais je peux aussi me mettre en mouvement. Donc si je me mets en mouvement, je vais avoir une ligne d'univers comme ça. D'accord ? Mais je ne peux pas m'écarter plus de 45 degrés parce que le système d'unité est choisi tel que la lumière se déplace à 45 degrés. Donc si j'allais à plus de 45 degrés de la verticale, j'irais plus vite que la lumière, ce qui est interdit par la relativité. Et donc ce que vous voyez sur ce diagramme, c'est que imaginez maintenant que je me déplace comme ça et je rentre dans le trou noir. Je passe l'horizon. Vous voyez que je ne peux pas ressortir. Parce que si je voulais ressortir, il faudrait que je fasse ça. Et pour faire ça, il faut que je m'écarte à plus de 45 degrés de la verticale. Donc vous voyez qu'une fois que je suis rentré dans... Je peux ne pas rentrer dans le trou noir, mais si je... Alors là d'ailleurs j'ai un peu triché, parce que là j'ai dépassé les 45 degrés, donc il faudrait que j'y aille comme ça. Voilà, ça c'est possible. Vous voyez que si je rentre dans le trou noir, je suis obligé de rester dans le trou noir, qui est là, voilà le trou noir, et je suis obligé de terminer ma vie sur la singularité centrale. Et d'ailleurs, je vous avais dit que la singularité était moins un lieu spatialement déterminé qu'un point dans le temps, et vous le voyez ici. La singularité centrale du trou noir, en fait, c'est une ligne à t égale constante. Bon, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que vous voyez qu'il y a quelque chose là. C'est quoi ça? Peut-être un autre univers. Ce que j'ai représenté ici s'appelle l'extension analytique maximale de la géométrie de Schwarzschild. En fait, si on s'intéresse aux trous noirs qui tournent ou aux trous noirs chargés, ce qu'on appelle les trous noirs de Kerr ou les trous noirs de Reichner-Nordström, à vos souhaits, à ce moment-là, c'est encore beaucoup plus compliqué que ça. Et ce qu'on voit apparaître dans l'extension analytique maximale de la géométrie, c'est non pas un autre, mais une infinité d'autres univers. Et en plus, à la différence du cas de Schwarzschild, il est éventuellement possible d'y aller. Alors ça a suscité beaucoup d'intérêt dans les années 70 et beaucoup de théoriciens de la relativité générale ont essayé de regarder de près ces structures pour réfléchir sur leur éventuelle observabilité physique. Aujourd'hui, c'est un peu tombé en désuétude en fait. Parce que
ces trous noirs ne donnent pas vraiment de mécanisme dynamique de formation des univers. Donc il est quand même, à mon sens, plus probable qu'il s'agisse de sortes de fantômes mathématiques sans existence réelle que de véritables ébauches d'autres univers. Mais enfin, on n'en sait rien. C'est quand même quelque chose qui mérite d'être regardé et qui a effectivement été regardé. Bien. Allons vers des choses un peu plus rigolotes. Inflation plus corde. Alors, comme j'essaye de vous le dire presque à chaque cours, je crois, il est vraiment important que nous hiérarchisions notre savoir. C'est-à-dire que je pense qu'il est vraiment essentiel que vous ayez en tête quand un modèle que vous utilisez est extrêmement fiable, corroboré par des siècles d'expérience, ou quand vous référez à une idée qui est certainement intelligente, mais qui est tout à fait spéculative et dénuée de vérification expérimentale. D'accord ? Donc c'est vraiment important que vous sachiez comme ça, que vous ayez une sorte d'indicateur de fiabilité de ce que vous maniez. D'accord ? Jusqu'à maintenant, ces théories-là, pas forcément le multivers, mais ces théories-là sont très fiables. D'accord ? Là, je vais vous parler de choses beaucoup moins fiables à partir de maintenant. Et entre les deux choses que je note, l'inflation et la théorie des cordes, le niveau de fiabilité n'est pas du tout le même. Mon avis, sans doute biaisé, de cosmologiste, c'est que l'inflation, dont je vais vous rappeler le contenu physique, est quelque chose quand même d'un niveau de fiabilité élevé. Alors que la théorie des cordes, là encore dans mon point de vue biaisé, a un niveau de fiabilité basse. Mais vous allez voir que si on conjoint les deux, ça devient vraiment très amusant. Alors de quoi est-il question ? L'inflation, je vous le rappelle, j'en ai parlé plusieurs fois, c'est l'hypothèse suivant laquelle le facteur d'échelle, c'est-à-dire la taille caractéristique, entre deux points de l'univers, a enflé considérablement juste après le Big Bang. Ce que dit l'inflation, c'est que toutes les distances ont été multipliées par un facteur d'au moins exponentielle 60, c'est beaucoup, exponentielle 60, en un temps d'un milliardième de seconde juste après le Big Bang. C'est ça la théorie de l'inflation. Voilà ce qu'énonce l'inflation. En très peu de temps, la taille de l'univers, si vous voulez, plus précisément les tailles, les distances entre les points dans l'univers, ont été décuplées, et bien plus que décuplées, en un temps très bref. Cette théorie de l'inflation, moi je crois qu'aujourd'hui, elle est vraiment très fiable. Parce qu'elle a fait des prédictions claires, et les prédictions ont été vérifiées. Elle prédit par exemple que la densité de l'univers doit être égale à la densité critique. Cette prédiction a été faite avant l'observation, et il s'avère que c'est vrai. Elle prédit par exemple qu'on ne doit pas voir de monopôle magnétique, et c'est vrai. Elle prédit par exemple que l'univers doit être homogène, et c'est vrai. Elle prédit par exemple que le spectre de fluctuation primordiale doit être quasiment invariant d'échelle avec une très légère pente vers le rouge, et c'est vrai. Elle prédit que les fluctuations doivent obéir à une statistique gaussienne, et c'est vrai, et ainsi de suite. Vous voyez qu'on est quand même face à un modèle qui est plus qu'une espèce de roue de secours ou une rustine. On est quand même face à un modèle qui dit quelque chose de clair et qui fait des prédictions qui ont été effectivement confirmées par l'expérience. Donc je pense que cette idée d'inflation est quelque chose d'aujourd'hui très bien ancré dans le paradigme cosmologique. Quel rapport avec le multivers ? Eh bien, il est grand le rapport. C'est que l'inflation, quand on la regarde bien, aujourd'hui, semble créer presque inévitablement un multivers. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la structure arborescente de l'inflation ne s'achève pas. C'est-à-dire qu'on ne va pas engendrer un seul univers-bulle, mais plutôt une sorte de myriade de bulles d'univers, à l'instar, si vous voulez, d'une grappe de raisin géante, voire infinie. Alors, si vous voulez l'explication de ça, elle est assez simple. Alors, ceux qui ne connaissent pas du tout de physique quantique peuvent se reposer 30 secondes, et pour les autres, c'est assez facile en fait. L'inflation, c'est ce qu'on appelle un champ scalaire, un peu comme une bille, si vous voulez, sur un réservoir qui aurait cette forme-là.
d'accord? Là, vous avez la bille. Ça fait inflater l'univers. L'inflation, en fait, c'est une machine à créer de l'espace. Et puis, vous avez des petites fluctuations quantiques aléatoires. Quand la fluctuation va vers le bas, l'inflation s'arrête. Ça fait un univers comme le nôtre. D'accord? Nous, on n'a pas d'inflation. Enfin, aujourd'hui, ça recommence un peu, mais ça, c'est une autre histoire. Et puis, quand la bille fluctue vers le haut, l'inflation continue. Et puis, en gros, vous avez une chance sur deux. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez bien que ça ne s'arrêtera jamais. Pourquoi? Parce que quand la bille fluctue vers le haut, vous créez exponentiellement de l'espace. Alors que quand elle fluctue vers le bas, l'espace s'arrête de grandir, ou presque. Donc en fait, quand vous regardez globalement, vous avez toujours exponentiellement plus de zones où l'inflation continue que de zones où l'inflation s'arrête, parce que quand l'inflation continue, l'espace grandit exponentiellement. Donc si vous regardez quel est le pourcentage des zones d'espace où il y a de l'inflation, ça ne peut jamais tomber à zéro. C'est un mécanisme qui est auto-reproductible, d'accord, qui auto-génère une infinité d'univers bulles. Voilà ce que dit l'inflation. Alors, je ne mets toujours pas de théorie des cordes pour le moment. Hein. Là, je reste à l'inflation standard, ce qu'on appelle l'inflation chaotique, qui est aujourd'hui le modèle normal en cosmologie théorique. Ça va? Est-ce qu'on s'en fiche de ce que je viens de dire? Après tout, c'est toujours pareil. Hein. On pourrait se dire, moi, je suis dans une des bulles, qu'il y a d'autres bulles, et alors? Eh bien si, ça change des choses. Je vous invite par exemple à lire, parce que c'est pas trop technique, au moins les abstracts et les conclusions, les articles de Paul Steinhardt, qui est un grand théoricien de Princeton, qui est un des inventeurs de l'inflation, un des artisans principaux du modèle inflationnaire, et qui montre que si vous voulez tester une théorie, là c'est pas de la métaphysique, hein, vous voulez tester une théorie cosmologique dans notre univers, le fait de tenir compte de tous les autres univers générés par l'inflation ou non va changer le résultat. Donc ce n'est pas du tout quelque chose qui relève uniquement de la mythologie globale du cosmos. C'est quelque chose qui intervient dans votre capacité d'évaluation d'un modèle dans notre monde. D'accord? Bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je rajoute la théorie des cordes? Alors la théorie des cordes, on en a un peu parlé la semaine dernière, je crois. On en a parlé un peu la semaine dernière, hein, il me semble. Voilà. Donc elle nous propose que les constituants élémentaires du cosmos soient en réalité des petits élastiques en vibration. Ce qui est très intéressant en théorie des cordes, c'est ce qu'on appelle la dernière révolution, après la supersymétrie, les relations de dualité, c'est le paysage. Le paysage, ça veut dire quoi? Je vous rappelle, le schéma global, on a, disons, 10 dimensions, et dans notre monde, on n'en a que 4. Donc il faut compactifier les dimensions supplémentaires. On appelle ça les espaces de Calabi-Yau en mathématiques. Et en fait, on se rend compte qu'on a un très grand nombre de manières différentes de compactifier, c'est-à-dire de recourber sur elles-mêmes les dimensions supplémentaires de la théorie des cordes. Et ça génère un très grand nombre de lois physiques différentes possibles. Typiquement, on dit 10 puissance 500. 10 puissance 500, pour l'imaginaire humain, c'est déjà presque l'infini. 10 puissance 500, c'est beaucoup plus que le nombre de particules dans l'univers. Donc on aurait environ 10 puissance 500 lois physiques différentes qui peuvent être générées par la théorie des cordes. Ça, c'est particulièrement faramineux quand on le conjoint avec l'inflation. Parce que regardez, l'inflation génère des bulles d'univers. Et la théorie des cordes, si elle est correcte, et une fois de plus je le rappelle, nous n'avons pas d'indication expérimentale, la théorie des cordes donc va les emplir ou les structurer avec des lois physiques différentes. Donc vous allez avoir une sorte de superstructure de multivers où non seulement les phénomènes vont varier, mais même les lois physiques vont varier d'un monde à l'autre. Ça change quoi? Là quand même, on est un peu obligé de reconnaître que ça change tout. Permettez-moi de refaire face à cette question, je crois qu'on l'avait déjà évoquée ensemble à l'un des cours, assez fondamentale. Pourquoi les lois de la physique semblent-elles si extraordinairement bien adaptées à l'existence de la complexité, et en particulier de la vie, pas spécialement de la vie? Ce que je veux dire là, c'est que si vous changez pratiquement un seul des paramètres des lois de la physique, vous changez la masse du proton, vous changez la masse de l'électron, vous changez une constante de couplage, vous changez un truc, on a l'impression, si on ne se trompe pas trop dans les calculs,
que si on fait ça, l'univers n'aurait essentiellement aucun intérêt. On aurait un univers sans étoiles, sans planètes, sans chimie, sans carbone, sans complexité et sans être vivant. Alors que des paramètres, il y en a beaucoup. Autrement dit, on avait une chance qui était quasiment nulle de tomber sur l'émergence de la complexité. Comment ça se fait que c'est ça qui s'est passé ? Je crois qu'il y a essentiellement 3 solutions. La première solution, c'est de dire on a eu du bol. Oui, alors le gros coup de chance, c'est possible. C'est possible, mais étant donné que mathématiquement, si vous voulez, le sous-espace associé à l'émergence de la complexité est quasiment de mesure nulle, ça veut dire qu'il faudrait vraiment qu'on ait eu beaucoup de bol. Parce qu'on a des milliards de possibilités, on est tombé sur la seule qui donne un univers diapré, polychrome et foisonnant. C'est possible, mais enfin, c'est quand même peu probable. La deuxième solution, c'est celle dont on parle beaucoup, en particulier aux États-Unis, dans les cercles religieux, c'est l'intelligent design, c'est le dessin intelligent, c'est-à-dire l'idée que l'univers a été créé pour que l'homme existe. Bon, par Dieu, évidemment. C'est possible, mais ça, c'est pas une explication scientifique. Donc chacun est bien sûr libre d'y croire, je ne me permettrai pas d'interférer avec les croyances de chacun, mais enfin, quand vous réalisez le caractère absolument dérisoire de la Terre, dans le caractère lui-même absolument dérisoire de la galaxie, et que nous nous trouvons nous-mêmes à un moment absolument dérisoire de notre histoire, penser que tout a été créé pour ça, c'est possible. J'en dirai pas plus. Et puis, une troisième explication, c'est le multivers. Et oui, si les dés ont été jetés un grand nombre de fois, ça change tout. Si vous jouez une fois au loto, vous êtes presque sûr de perdre. Mais si vous jouez une infinité de fois au loto, vous êtes tout à fait certain de gagner. Et oui. Ah non, on ne peut pas perdre tout le temps. On ne peut pas perdre tout le temps. La probabilité qu'on gagne est égale à 1 si on a une infinité de tirages. Je joue avec un dé à 6 faces. Je te demande, est-ce que tu vas faire 1 ? Je te promets que si tu tires 1 milliard de fois, tu vas finir par faire 1, c'est absolument certain. Le loto, c'est pareil, c'est comme un dé à 6 faces, sauf qu'il a plus de faces. Non, la probabilité de ne pas faire 1 tend vers 0 quand le nombre de tirages tend vers l'infini. Et donc ça change tout. Parce que, vous voyez, vous allez vous demander, mais comment se fait-il que le monde soit favorable à l'existence de la complexité ? Tout simplement parce qu'il y a un biais de sélection. Parce que vous êtes des structures complexes. Oui, même vous, je vous assure. Vous êtes des structures complexes. Et donc, vous ne pouvez vous trouver que dans un univers favorable à la complexité. Il n'y a rien de miraculeux là-dedans, il n'y a rien de mystique, il n'y a rien de téléologique, c'est-à-dire de finaliste. Je veux le dire autrement. C'est ce qu'on appelle le principe anthropique. Anthropique avec un A, pas avec un E. Anthropos, l'homme en grec. C'est quoi le principe anthropique ? C'est pas du tout dire que l'univers est tel qu'il est parce qu'il fallait que l'homme existe. On trouve ça sur Internet, c'est débile. C'est le contraire du principe anthropique. Le principe anthropique dit le contraire de ça. Il dit attention, soyons modestes. Soyons modestes. Ce que nous voyons n'est pas forcément représentatif de l'ensemble. Oui, si vous êtes une termite, vous vous demandez mais pourquoi il n'y a que du bois dans l'univers ? Non mais c'est pas qu'il n'y a que du bois dans l'univers, c'est que comme vous êtes une termite, vous êtes forcément dans du bois. Vous comprenez ? Et si vous êtes une termite intelligente, vous allez comprendre ça. Et vous allez comprendre que la totalité du réel ne se réduit pas à votre environnement. De même que là, on pourrait se demander, mais pourquoi il n'y a qu'un grand amphi dans l'univers ? Mais non, on est dans un grand amphi en ce moment, mais bien sûr, il n'y a pas que ça dans l'univers. Simplement, en tant qu'étudiant, vous trouvant en cours, oui, vous êtes forcément dans un amphi. Il y a un biais de sélection. Nous sommes sur une planète tellurique, la Terre. Mais ça ne signifie pas que la Terre est représentative de l'univers. En fait, elle ne l'est pas du tout. L'univers, c'est essentiellement du vide. D'accord ? Donc de même, si vous avez une distribution d'univers, ce qu'on appelle un multivers, il est très probable que notre univers, chez nous, là, en ce moment, ne soit pas du tout représentatif de ce multivers, qu'il y ait un biais de sélection, pas du tout, parce que l'homme est une espèce à part, pas du tout, mais juste parce qu'en tant que système complexe, on se trouve forcément là où la complexité est possible. Vous voyez, c'est très intéressant ces choses-là, parce que ça invite à penser différemment. Et on trouve des gens qui se positionnent de façon très radicale là-dessus, qui se positionnent en disant, c'est le truc très à la mode là, c'est not even wrong, même pas faux. C'est tellement stupide
que c'est encore moins que faux. Et si vous trouverez ça défendu par des gens très sûrs d'eux sur Internet, et puis d'autres qui vous diront mais c'est certain, c'est la vérité, on est dans un multivers. C'est un peu plus subtil que ça. Voilà. C'est-à-dire que toutes les révolutions scientifiques ont été adossées à des révisions radicales de notre manière de voir. Donc, demeurons, me semble-t-il, ouverts à cette éventualité, mais ne nous engouffrons pas dedans, parce que la plupart des idées révolutionnaires sont quand même fausses. Il ne faut pas l'oublier. Donc, on est à une période intéressante où cette question du multivers s'invite dans le cadre des sciences dures, mais où la réponse à cette question est aujourd'hui encore assez spéculative. Je fais une pause de 10 secondes pour des questions techniques. Donc j'ai noté là, voilà, donc l'examen, c'est le 9 mai, d'accord ? Ça dure 1h30, c'est pas de ma faute, moi je préfère que ce soit plus long, mais c'est ce qu'on me donne. Donc je vous rappelle, il y aura 3 sujets au choix, ça sera cool, on va passer un moment sympa. Non mais c'est vrai. Et vous avez droit à vos notes de cours. Alors pour répondre aux mails qu'on m'a envoyés, vous avez aussi droit à un bouquin, mais pas à une pile de bouquins, parce qu'après c'est pas drôle. On trouve forcément quelque part un endroit où le truc a déjà été traité. Oui. On a droit aux photocopies ? On a droit aux photocopies. Voilà. Donc voilà, pas d'inquiétude quoi. Et ce sera... Je sais pas. Je pense qu'il y aura 2 amphis sans doute. Ça sera affiché. Hein. Oui. Oui, enfin on peut appeler ça dissertation, mais pas forcément. Enfin vous faites comme vous voulez en fait. Surprenez-moi. Voilà. Mais dans le bon sens, hein, parce qu'il y a plusieurs manières de surprendre, évidemment. Non, mais sans rire. Ce que je veux dire, c'est que là, nous, on n'a fait quasiment aucun calcul. Alors, évidemment, je ne vais pas vous filer des exos avec des calculs. Ça serait complètement malhonnête. Maintenant, chacun fait comme il veut. C'est-à-dire, si certains d'entre vous sont très scientifiques et ont envie de répondre à mes questions de façon très technique, vous pouvez le faire. Ceux d'entre vous qui ne sont pas du tout proches des sciences dures et qui ont envie de répondre uniquement avec des mots et sans rentrer du tout dans les détails, vous pouvez le faire aussi. Voilà. J'avais autre chose à vous dire. Ah oui, on me demande de vous faire passer cette information. J'arrive. Donc il y a des thésards, je crois, des doctorants, voilà, de Grenoble, qui font un truc qui s'appelle les tribulations savantes. C'est le 28 avril au DLST. Et donc je lis, c'est quoi ? C'est un événement gratuit, ouvert à tous, de partage de connaissances scientifiques autour d'activités multiples et d'expériences ludiques. Je vous en parle parce qu'il y aura 2 conférences, dont l'une par Pierre Beck à 13h sur les météorites et l'autre par moi-même à 11h. Et en gros, je vous ferai un résumé. Voilà, je ferai un résumé en 1 heure de ce que je vous ai raconté en 25 heures. Donc si vous avez envie de montrer à votre grand-mère ce que c'est que la cosmologie, vous pouvez l'inviter. Voilà. Et non, mais alors plus sérieusement, quoique j'ai rien contre votre grand-mère, non, mais il y a quelques années, il y a une étudiante qui venait avec sa grand-mère, en fait. J'étais très content. Elle était très très gentille, là, au premier rang. C'était complètement interdit, mais c'était trop chouette. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, voilà, parce que ces doctorants me disent que c'est dommage, il y a peu d'étudiants de licence qui viennent alors qu'ils sont tout à fait concernés. Donc, 28 avril, DLST. Ça va ? Bon, encore quelques petits mots sur le multivers. Dernier exemple, peut-être. Gravitation quantique à boucle. Alors, en gravitation quantique à boucle, le multivers apparaît de façon très différente et je crois que je vous en ai dit un mot la semaine dernière. Donc, c'est une théorie qui est alternative à la théorie des cordes et qui tente de concilier la physique d'Einstein, c'est-à-dire la relativité générale, avec la physique de Bohr, de Schrödinger, de Dirac, de Broglie, de Pauli, c'est-à-dire la mécanique quantique. Donc ce que fait la gravité quantique à boucle, c'est de réécrire la relativité générale comme une théorie de jauge, c'est-à-dire les théories dont nous sommes coutumiers en physique des particules élémentaires, et d'implémenter une procédure de quantification canonique. Donc à ce stade, c'est une théorie qui est bien définie mathématiquement, qui a conduit à un certain nombre de résultats impressionnants dans le cadre des trous noirs et de la cosmologie, mais qui, comme la théorie des cordes, est toujours en déficience d'une quelconque corroboration expérimentale.
la prédiction majeure de ce modèle, quand on l'applique à l'univers lui-même, c'est que le Big Bang, en tant qu'instant originel, disparaît. D'accord ? Donc, si vous voulez, l'évolution cosmologique en gravité quantique à boucle, c'est quelque chose comme ça. L'univers se contracte et ce qu'on croit être le Big Bang usuellement n'est en réalité qu'une sorte de goulet d'étranglement, une gorge rabelaisienne. Voilà. Et donc, en ce sens, vous voyez que le multivers n'est plus spatial comme en relativité générale, n'est plus parallèle comme en mécanique quantique, mais il est temporel. C'est-à-dire que les mondes, cette fois, se suivent temporellement les uns derrière les autres. Là encore, ce qui est, je trouve, excitant dans cette proposition, c'est qu'il n'est pas exclu de la mettre à l'épreuve. D'ailleurs, en ce sens, il est un peu tendancieux de parler de multivers. On pourrait très bien dire plutôt que c'est le même univers qui subit des phases de contraction et d'expansion, parce que certains signaux physiques, comme en particulier des ondes gravitationnelles, pourraient éventuellement traverser ce point paroxystique et éventuellement laisser dans notre univers des traces de ce qui advint dans la phase précédente de contraction. Voilà. Donc vous voyez qu'on a quand même toute une géologie d'univers multiples, et encore, j'en ai à dessein oublié. Pour conclure sur ce point, moi je crois que la situation est la suivante. On dit parfois, oui, on invoque parfois, vous connaissez le rasoir d'Occam, j'en ai déjà parlé, je crois, le rasoir d'Occam, c'est l'argument qui dit qu'à toute chose égale par ailleurs, l'explication la plus simple est la meilleure. Et on dit parfois, le multivers viole le rasoir d'Occam. C'est plus simple s'il n'y a qu'un monde. Donc, mettre plein d'univers, ça viole le principe de simplicité, donc c'est pas de la bonne science, et hop, c'est fini. C'est pas si simple. Parce que ça dépend sur quoi on applique la simplicité. Si vous pensez en termes systémiques, c'est-à-dire sur l'univers lui-même, oui, c'est probablement vrai qu'un univers est plus simple que plein d'univers. Mais si vous pensez sur les théories, c'est pas vrai. Moi, j'ai vu des collègues de Princeton il n'y a pas longtemps présenter à des conférences internationales de recherche des modèles très alambiqués de cosmologie, d'accord ? Très alambiqués de cosmologie, avec l'argument central, l'intérêt de ce modèle, c'est qu'il ne produit pas un multivers. C'est-à-dire que les modèles simples produisent des multivers, en particulier avec l'inflation. Et si vous ne voulez pas de multivers, il faut inventer de façon ad hoc des modèles complexes. Donc du point de vue de la théorie, c'est le multivers qui est du côté du rasoir d'Occam. De toute façon, le critère de simplicité n'est pas très bien défini en physique. Je crois que si le multivers était une hypothèse, ça serait effectivement une hypothèse peut-être un peu trop audacieuse et peut-être un peu gratuite. C'est-à-dire que si un cosmologiste, parce qu'il aime la diversité, disait « moi je crois qu'il y a plein d'univers », vous voyez, on aurait envie de lui dire « écoute, tant mieux pour toi, mais enfin, moi je crois pas ». Voilà. Mais c'est pas ça le multivers. C'est pas une hypothèse, c'est une conséquence. C'est ça qui est intéressant. L'hypothèse, c'est quoi ? C'est la théorie des cordes, c'est la gravité à boucle, c'est la mécanique quantique, c'est la relativité générale. Et le multivers, il n'est pas mis à la main dans le scénario cosmologique, parce qu'on trouve ça chouette. Le multivers, il apparaît comme une conséquence de ces théories. Et ces théories, elles sont testables. Donc vous voyez, là encore, il faut être subtil, parce que l'argument de base qui consiste à dire « ce n'est pas de la science parce qu'on ne peut pas la tester », vous voyez, version poppérienne. Moi, je crois que c'est un argument qui est nul et non avenu. D'abord, parce que si on avait raisonné comme ça, on aurait tout discrédité a priori. Parce que la plupart des grandes théories scientifiques d'aujourd'hui, on aurait pu dire a priori qu'elles n'étaient pas testables. Les tests sont venus bien longtemps après. Et ensuite, parce que c'est pas vrai que c'est pas testable. Pourquoi ? Parce que ces modèles-là, relativité, mécanique quantique, etc., vous pouvez les tester dans notre monde, ici et maintenant. Si vous trouvez que l'inflation est fausse, alors toutes les conséquences de ce modèle, y compris les univers multiples, s'effacent avec elles. Si vous trouvez que l'inflation est suffisamment bien corroborée pour devenir votre modèle dominant, alors je crois qu'il y aurait quelque chose de l'incohérence à garder le modèle mais à refuser ses conséquences.
Si vous êtes un scientifique cohérent. Donc si vous prenez le modèle, vous devez aussi accepter les conséquences du modèle. Et le multivers est une conséquence du modèle. Et c'est un peu comme l'intérieur des trous noirs. Tous les jours, il y a des articles de recherche absolument sérieux dont personne ne doute de la légitimité sur la structure interne des trous noirs, publiés par les meilleurs scientifiques au monde. Pourtant, on ne peut pas les voir. On ne peut pas aller voir et revenir. Donc, ce n'est pas testable. Bah oui, mais puisque la relativité générale a été par ailleurs extrêmement bien testée et est devenue notre bonne théorie de l'espace-temps, alors personne ne doute qu'il est légitime de l'utiliser, y compris en des lieux où on ne peut pas la tester. C'est ça la question. La question n'est pas de savoir si on peut tester le multivers. La question est de savoir si les théories qui prédisent un multivers sont fiables ou ne le sont pas. Pour la relativité, sans doute oui. Pour la théorie des cordes ou la gravité quantique à boucle, sans doute pas encore. Et donc, c'est une question qui demande d'abord de s'interroger sur ce qu'est la science, de s'interroger sur ce qu'on attend de la science et de s'interroger sur les manières de pratiquer la science. Et c'est symptomatique. Hein. Vous avez des référis, quand vous écrivez un article scientifique, qui sont allergiques au multivers. Si on parle de multivers dans l'abstract, ils ne lisent pas l'article. J'en connais un qui m'a avoué que pour lui c'était not even wrong. Donc on n'en parle même pas. Et puis, vous avez Steven Weinberg, prix Nobel de physique, qui considère que c'est acté, c'est acquis, on vit dans un multivers. Donc, je vous invite à être un peu circonspect. Voilà. Sur toutes ces questions, regardons de près. Alors, je sais bien que moi, parce que j'invite à la circonspection, parce que je crois qu'il faut être subtil, je me suis attiré les foudres d'un certain nombre de personnes qui se disent « mais enfin, il faut partir en croisade pour défendre la science. Comment peut-il oser déconstruire les évidences ?» Moi, je crois qu'on est là pour ça. Voilà. Je crois que sur toutes les questions essentielles, les réponses sont toujours un peu ambiguës et un peu délicates. En tout cas, c'est ma proposition que vous êtes évidemment libre de ne pas suivre. Bon, je laisse pas mal de temps à la discussion, je crois, parce que le sujet s'y prête, hein, donc j'écoute vos questions. Oui. Ah oui, très bonne question. Donc, y a-t-il plusieurs types de multivers qui sont compatibles? En fait, ils le sont quasiment tous, sauf peut-être les deux derniers, parce que la gravité quantique à boucle et la théorie des cordes sont quand même des théories différentes. Mais tu as parfaitement raison. En fait, il est possible que les multivers soient imbriqués les uns dans les autres, un peu comme des poupées russes dans une sorte de structure gigogne. Alors là, ça devient complètement fou, parce qu'on peut imaginer que on a une infinité de volumes de Hubble liés à la relativité générale, qu'en plus, dès qu'on a une interaction entre système quantique et système classique, c'est-à-dire tout le temps, on a un embranchement en univers parallèle, donc dans chacun des univers parallèles, on aurait le multivers de la relativité générale, avec éventuellement les multivers des trous noirs dans tous les univers qui en contiennent, et puis à une strate supérieure, on aurait les bulles de l'inflation. C'est-à-dire que tout ça serait contenu là-dedans. Enfin, pas les univers quantiques. Ça, c'est parallèle. Mais les univers de la relativité générale seraient contenus à l'intérieur des bulles inflationnaires. Donc, en effet, ces multivers sont compatibles les uns avec les autres et on peut imaginer qu'ils sont en quelque sorte imbriqués les uns dans les autres. Donc, on pourrait avoir de multiples multivers. J'arrive, je crois qu'il y avait une question avant là-bas, ouais. Dans la première, le premier multivers lié au trou noir, vous avez dit que peut-être donc, les trous noirs sont des deux univers. Est-ce que ça veut dire que nous, c'est un trou noir aussi? Donc, est-ce que dans un modèle où les trous noirs sont des géniteurs d'univers, cela signifierait que nous sommes nous-mêmes dans un trou noir? Ça veut dire qu'on serait le papa de tous les univers, tout le monde sera un peu... Oui, à ton âge, avec le papa, ça serait un peu bizarre, ouais. Donc, j'ai failli... Non, je me retire. Oui. Très probablement, c'est ça que ça signifierait, en effet, ce qui n'est pas impossible. Hein. L'hypothèse que nous vivions dans ce qui est un trou noir vu de l'extérieur est essentiellement compatible avec les observations. Ça voudrait dire que de la matière pour venir du nulle part va jamais sortir de chez nous. C'est le cas. Quand l'univers est en train de grandir, il y a des modes physiques qui rentrent dans l'univers, mais qui n'en ressortent pas.
Donc il n'y a rien de contradictoire entre la structure interne d'un trou noir et la métrique FLRW qui décrit l'univers dans lequel nous nous trouvons. Donc c'est une possibilité. Oui. J'ai suivi un reportage sur les travaux de Boltzmann sur l'entropie. Il dit qu'au fait, le monde ne peut évoluer que de l'ordre vers le désordre. Alors je me dis, un modèle comme la gravitation quantique qui décrit l'univers comme un étranglement, donc on est parti d'un monde complètement désordonné vers un Big Bang qui est ordonné ensuite. Je me demande si c'est possible. Ah, ça c'est une question très savante et très subtile, donc qui est liée tu disais, à un reportage que tu as vu sur l'entropie, sur Boltzmann et sur le destin du désordre dans ce genre d'univers. Peut-être vous me permettez, puisque de toute façon, bah oui, vous me permettez, puisqu'il me reste plein de temps, je fais une petite parenthèse sur l'entropie en général, dont je crois ne vous avoir jamais parlé et qui est un concept absolument fondamental en physique, donc c'est bien que vous l'ayez en tête. Si, j'en ai peut-être déjà parlé, hein. Bon, c'était il y a longtemps. Bon. Donc l'entropie, pour un système dit microcanonique, c'est quelque chose qui est proportionnel au logarithme du nombre de micro-états compatibles avec un macro-état donné. Je voudrais rendre cette phrase un peu complexe, claire. Vous voyez un macro-état. Vous dites dans cette pièce, il y a du gaz, il y a telle température, telle pression, tel volume. D'accord ? L'état individuel des molécules, vous ne le voyez pas, vous en fichez, ça n'a aucune influence sur vous. Donc ce que va mesurer l'entropie du gaz, en gros, c'est le nombre de configurations microscopiques qui ne changent rien pour vous. Si la molécule qui est là, je la mets là, et celle qui est là, je la mets là, ce sont deux états différents, n'est-ce pas, au niveau microscopique, parce que j'ai changé des molécules. Mais pour nous, ça ne change rien. Donc l'entropie, vous voyez, on va calculer le nombre de configurations fondamentales qui donnent la même configuration émergente. Et je trouve que quand on le dit comme ça, on comprend très bien pourquoi c'est une mesure du désordre. Parce que si vous avez un système qui est très ordonné, par exemple O, 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 ben vous voyez qu'il n'y a qu'une manière de le faire. Alors que si vous avez un système qui est complètement désordonné, il y a plein de manières différentes de le faire. C'est-à-dire que si je vous dis, mettez-vous dans cette pièce du plus jeune au plus vieux, il n'y a qu'une manière de le faire correctement. Mais si je vous dis, mettez-vous n'importe comment, il y a plein de permutations possibles. Donc vous voyez que plus j'ordonne, d'accord, plus en fait j'ai un faible nombre de configurations possibles. D'accord ? Donc vous voyez qu'il y a un lien très clair entre compter le nombre d'états fondamentaux associés à un état macroscopique et compter ou mesurer le désordre d'un système. Ça, c'était pour la définition de l'entropie. Donc après, ce que tu mentionnes, c'est ce qu'on appelle la deuxième loi de la thermodynamique, c'est-à-dire le fait que l'entropie ne peut qu'augmenter. Mais là encore, je vous invite à le comprendre de façon intuitive. En thermodynamique, c'est toujours un peu compliqué, hein. Vous verrez ça l'année prochaine pour les physiciens. Quand on découvre la thermodynamique, c'est souvent une science qui est quand même assez délicate au niveau intuitif. Mais quand on pense au niveau statistique, c'est complètement évident. En fait, tout ce qu'on est en train de dire, c'est que comme les systèmes désordonnés sont beaucoup plus probables parce qu'il y a plein de micro-configurations qui donnent le même état macroscopique, bah évidemment, c'est ce vers quoi les systèmes évoluent. C'est mon exemple que je vous avais donné. Je prends une bouteille, je la remplis de gaz rouge. J'enlève le bouchon, le gaz diffuse. Est-ce qu'il va retourner dans la bouteille? Non. Pourquoi? C'est pas interdit. Il n'y a aucune loi de la physique qui interdit à une molécule qui est là de retourner dans la bouteille et à celle qui est là de retourner dedans, etc. Pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi le gaz rouge qui aurait diffusé dans l'air de l'amphi ne va jamais retourner dans la bouteille? Uniquement parce que c'est improbable. Parce qu'il y a des milliards de fois plus de manières différentes d'occuper tout l'amphi que de manières d'occuper toute la bouteille. Et c'est unique toute la bouteille. Et c'est uniquement pour ça que l'état à l'équilibre thermodynamique est l'état diffusé. D'accord? Voilà, donc ça c'est les remarques globales. Maintenant, ce que tu dis, c'est que dans des modèles comme ça cycliques d'univers en rebond et en expansion, il y a un problème d'entropie. Et bien tu as parfaitement raison. Il y a en effet un problème d'entropie, qui est un problème bien connu en cosmologie, qui a été étudié depuis longtemps, et en fait auquel il n'y a pas à l'heure actuelle de solution simple, mais c'est déjà le cas sans rebond. Parce que l'entropie actuelle de l'univers, telle qu'on le voit, est très petite par rapport à l'entropie maximum. C'est-à-dire que notre univers, à nous, là, chez nous en ce moment, est très loin d'être dans un état d'entropie maximale. Un état d'entropie maximale serait un gros trou noir. On n'est pas un gros trou noir, on est là, nous tous. Donc, ça, comme l'entropie ne fait qu'augmenter, ça veut dire que le Big Bang
même si j'oublie ce rebond-là, que le Big Bang était en fait dans un état d'entropie extraordinairement faible. Et ça, c'est une question qui est lancinante en cosmologie. Comment se fait-il que l'état initial est un état d'entropie si faible, puisque l'entropie ne fait que grimper et qu'en ce moment même, l'entropie est encore très faible en fait. Donc ça, c'est une question qui est non triviale. Et je crois que la meilleure ébauche de solution a été là encore donnée par Carlo Rovelli, ce qui marche pour les modèles cycliques et pas seulement, c'est qu'en fait, il n'y a pas de définition complètement objective de l'entropie. C'est-à-dire qu'en fait, l'entropie, c'est lié à la quantité d'informations qu'on manque sur un système. Donc ce n'est pas une grandeur qui est complètement objective, l'entropie. C'est une grandeur qui est dictée par la manière dont les systèmes se couplent les uns avec les autres. Et en fait, dès que tu as un système suffisamment complexe, tu peux te rendre compte que tu as certaines variables pour lesquelles l'entropie monte et d'autres pour lesquelles l'entropie ne monte pas. Et donc en fait, dire que l'univers avait une entropie faible ne serait lié qu'à notre manière d'appréhender l'univers et pas une caractéristique propre de l'univers. À mon avis, c'est la meilleure piste, mais pour répondre en une phrase, tu as raison, il y a ici quelque chose qui n'est pas encore bien compris. Voilà. D'autres remarques? Oui. Pour rappeler votre schéma, parce qu'il y a bien un trou noir en bas, on est d'accord? Ah oui, oui, oui. Quelque chose pourrait venir des trous noirs en bas chez nous? Oui, oui. Alors en fait, ça serait plutôt un trou blanc. C'est quelque chose, en fait, on ne pourrait que sortir, on ne pourrait jamais rentrer. Donc là, il y a un trou blanc, là, il y a un trou noir, là, il y a un univers, là, il y a un univers parallèle. Et ça existe un trou blanc? Un trou blanc, c'est le symétrique temporel d'un trou noir. C'est-à-dire que c'est quelque chose où il y a aussi un horizon, mais au lieu d'être un horizon tel qu'on peut rentrer et pas sortir, c'est un horizon où on peut sortir et pas rentrer. Alors, on ne sait pas si ça existe, on n'en a jamais vu. Alors, le fait qu'on n'en ait jamais vu, on peut l'interpréter comme le fait que ça n'existe pas. Ça, c'est tout à fait légitime. Mais il y a plusieurs autres interprétations possibles. Par exemple, moi, avec Carlo, je travaille sur un modèle où, en fait, les trous noirs ne sont pas vraiment des trous noirs. Les trous noirs sont des objets en train de rebondir. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une solution classique de type trou noir, comme ça, qui implose. Quand la densité devient très grande, ça rebondit, et ça rebondit en une solution de type trou blanc. Et on a envie de se dire, bah oui, mais puisqu'on ne voit pas de trous blancs dans l'univers, le modèle il ne marche pas, quoi. Si c'était vrai, on devrait les voir, ces trous blancs. On voit des trous noirs, on ne voit pas de trous blancs. Mais en fait, on sait pourquoi. Dans notre modèle, qui est peut-être faux, hein, mais dans notre modèle, on sait pourquoi ça serait comme ça. C'est parce que tout dépend du temps que ça prend pour rebondir. Si tu calcules le temps propre, c'est-à-dire que tu prends une coquille de lumière en train de s'effondrer, tu regardes combien de temps elle met pour rebondir, tu vas trouver un temps minuscule, je sais pas, des microsecondes, ça se passe à la vitesse de la lumière. Mais tu regardes la même chose vue de loin, tu peux trouver des milliards de fois l'âge de l'univers. Uniquement parce que dans le champ gravitationnel, le temps est tellement dilaté qu'en fait, vu de loin, le rebond prend un temps quasiment infini. Et donc c'est pour ça qu'en fait, on ne verrait pas les trous blancs. Il y a beaucoup d'hypothèses et beaucoup de recherches sur ces choses-là. Oui. Vous venez de parler de rebond justement des trous noirs, mais vu que la gravitation est attractive, j'ai du mal à comprendre comment il faut rebondir. D'accord. Donc il dit que comme la gravitation est attractive, on a du mal à comprendre comment les trous noirs rebondiraient. Et c'est la même chose pour l'univers d'ailleurs. Bonne remarque. Et ma réponse est très simple. Si on prend la gravitation newtonienne, c'est juste impossible de faire un rebond. Newton l'interdit. Si on prend la gravitation einsteinienne, c'est un peu plus subtil. C'est-à-dire que la gravitation d'Einstein, avec de la matière normale, avec une table, on ne peut pas non plus faire de rebond. La gravitation d'Einstein, avec de la matière exotique, qui a une équation d'état particulière, on commence à pouvoir la faire rebondir. Mais en fait, tout ce dont je parle là, moi, c'est de la gravitation quantique. La gravitation quantique, c'est quelque chose qui, dans le régime des très hautes densités, ne se comporte pas du tout comme la gravitation usuelle. Et exactement, si tu veux, comme l'atome d'hydrogène. L'atome d'hydrogène, si tu le regardes hors mécanique quantique, l'électron devrait perdre très rapidement de l'énergie par rayonnement synchrotron, et en une fraction de seconde, l'électron devrait s'effondrer sur le noyau. Donc évidemment, on ne devrait pas exister, puisque les atomes auraient une durée de vie d'une fraction de seconde. Et qu'est-ce qui change tout? C'est la mécanique quantique. Et donc, si tu veux, de la même manière que la mécanique quantique stabilise l'atome d'hydrogène, on s'attendrait à ce que ce soit la gravité quantique qui stabilise le phénomène de collapse. Alors après, pourquoi ça rebondit? Essentiellement par effet, enfin ça rebondit peut-être, hein, là je parle de choses spéculatives, essentiellement parce qu'on appelle un effet tunnel. Un effet tunnel en physique quantique, c'est une manière de relier deux solutions classiques qui d'habitude ne peuvent pas l'être. Et par exemple pour l'univers, il y a une solution standard de Friedman, expansion, et une solution
contraction. Sauf qu'en physique classique, les deux solutions ne peuvent pas être jointes l'une à l'autre. Si je pars en contraction, je m'arrête en singularité et c'est fini. Et en fait, ce que ferait la gravité quantique, c'est de permettre un effet tunnel entre la solution standard contraction et la solution standard expansion. Ce qui serait finalement assez en accord avec beaucoup de choses qu'on connaît dans le reste de la physique. Mais ça, c'est pas un argument suffisant, c'est une intuition. D'autres remarques? Oui. Parler de trou noir et de trou blanc, ça voudrait dire qu'il y en a certains qui traversent, donc, qui voudraient traverser d'autres univers ou ils iraient dans le même univers que nous. D'accord, pardon. Je me rappelle dans un autre cours, je ne sais pas si je ne me rappelle pas, que si jamais c'était dans le même univers, justement ça exploserait, enfin ce ne serait pas possible. Mais du coup, ça voudrait dire qu'ils iraient. Donc, ces histoires de trous blancs, où iraient-ils? Je reprends les questions pour qu'on les entende. Est-ce que ça se passerait dans notre univers ou pas? Alors parfois on représente les choses comme ça, vous savez, c'est très en vogue. Alors un petit dessin, on voit une espèce de feuille comme ça. Et, hein. Hop, on voit une feuille comme ça, puis on voit un trou de verre là, qui relie ici un trou blanc et un trou noir, et puis voilà. Bon, alors en fait on n'en sait rien. Le seul problème, c'est que si on considère que les deux côtés d'un trou de verre, donc le trou noir et le trou blanc, reliés par le pont d'Einstein-Rosen, sont dans le même univers, on peut montrer qu'on va générer des paradoxes causaux. C'est-à-dire qu'on va éventuellement pouvoir faire des boucles temporelles. Bon, en clair, revenir dans le passé, quoi. Et ça, c'est vraiment le seul truc dont la physique ne veut pas. On peut se tromper. Quoi qu'on dise, on peut se tromper. Peut-être que dans 300 ans, on n'aura aucun problème avec les boucles causales. Aujourd'hui, on est quand même audacieux. On sait faire des dimensions supplémentaires, on sait faire de la gravité répulsive, on sait faire des univers parallèles, on sait faire plein de choses. Mais la seule chose qu'on ne sait pas faire, c'est violer la causalité. Personne n'a été capable de présenter une théorie un tant soit peu cohérente qui viole la causalité. Donc à partir de là, on a postulé ce qu'on appelle la protection chronologique. C'est-à-dire qu'en fait, dès que quelque chose ressemble à une boucle causale, eh ben, on ne peut pas l'utiliser. Alors pourquoi on ne peut pas l'utiliser? Donc il y a deux possibilités. Soit c'est parce qu'en fait, ce n'est pas le même univers. Donc en fait, il faut revoir le dessin et puis on fait deux univers comme ça. Et finalement, le trou de verre ne relie pas deux parties du même univers, mais relie deux univers différents. Il n'y a plus de problème. Ou l'autre façon de penser à ça, qui est en fait peut-être plus satisfaisante, c'est qu'on s'est rendu compte que quand bien même ils existeraient, ce qui est loin d'être évident, ces trous de verre seraient très certainement instables. Ça veut dire qu'en fait, si tu jettes quelque chose dedans, même un simple électron semble suffire en fait à refermer le trou de verre. Alors que le trou de verre, il est ouvert, mais tant qu'il n'y a rien dedans. Et si tu envoies un peu d'énergie dedans, en fait, il se ferme. Et tu ne peux pas l'utiliser pour te déplacer autre part. Donc, pouvoir aller autre part de notre univers en utilisant un trou de verre, c'est mal barré. Oui. Est-ce qu'avec la gravitation quantique à boucle, on suppose que l'univers est une durée de temps infinie, donc ça rapetisse? D'accord. Alors, est-ce qu'avec la gravité quantique à boucle, on suppose que l'univers a un temps de vie infini à cause de ces phénomènes de cycle? Alors, en fait, je l'ai présenté comme quelque chose de cyclique, c'est-à-dire on a un rebond, l'univers grandit, puis se recontracte, grandit, se recontracte, parce que c'est satisfaisant pour l'esprit. Mais en fait, la théorie peut tout à fait se satisfaire d'un seul rebond. C'est-à-dire qu'il se peut qu'en fait, l'univers ne se recontracte jamais et ne soit contracté qu'une fois. C'est-à-dire qu'on a, depuis de toute éternité, un univers qui se contracte, on a un rebond et ensuite on a une phase d'expansion. Le nombre de rebonds, si tu veux, ou l'éventuelle existence d'autres rebonds n'est pas fixée par la théorie, elle est fixée par le contenu. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui va dire si l'univers se recontracte ou pas? C'est pas la théorie, c'est juste ce qu'il y a dans l'univers. Suivant que la densité est grande ou pas, l'univers va se recontracter ou pas. Donc, tu ne peux pas demander à la théorie de te dire s'il y aura des rebonds multiples ou pas, même chez Newton, si tu veux. Ça, c'est pas lié à la gravité quantique à boucle ou à la relativité ou à la physique newtonienne. C'est que la théorie te dit ce qui se passe, mais seulement si tu lui dis ce qu'il y a dedans. Et comme l'existence d'une expansion éternelle ou d'une recontraction dépend du contenu, ça ne dépend pas de la théorie. Mais il est tout à fait possible dans cette théorie que l'expansion dure éternellement. La théorie n'impose pas à l'univers de se recontracter. Ce qu'elle dit, c'est que quand on remonte le temps, il y a eu un rebond. Est-ce qu'il y en a eu d'autres avant? Est-ce qu'il y en aura d'autres après? Ça, c'est pas son problème. On
Oui. l'hypothèse où il n'y a jamais de rebond, donc l'univers continue à Oui. se dilater, est-ce qu'on peut dire qu'un jour l'univers va s'écrouler sous l'effet de la gravité? Ah bah non, alors donc je reprends la question. Si l'univers continue à se dilater éternellement, est-ce qu'il va s'écrouler sous l'effet de la gravité? Bah justement non. Si l'univers continue de grandir éternellement, il ne va justement pas s'écrouler. Il y a essentiellement deux possibilités. Hein. Quand tu regardes l'évolution du facteur d'échelle, c'est-à-dire des tailles caractéristiques, d'accord, de l'univers en fonction du temps, d'accord, soit ça fait ça, soit ça fait ça. Voilà. Donc soit ça se recontracte, soit ça se dilate éternellement. Actuellement, on a l'impression que c'est ça la bonne solution. Et si c'est ça, bah, il ne va justement pas se recontracter sur lui-même. Ah mais les instabilités gravitationnelles, c'est des phénomènes locaux. C'est-à-dire qu'effectivement, localement, tu peux avoir un trou noir qui se forme. Tu peux avoir une galaxie qui se forme, même dans un univers en expansion. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On a un univers en expansion, il n'empêche qu'il y a quand même des instabilités gravitationnelles locales. Mais il n'y a pas de recontraction, il n'y a pas nécessairement de recontraction totale de l'univers. D'autres questions? Oui. J'ai parlé de constante cosmologique, c'est quoi? J'en ai pas parlé la semaine dernière? Si, je crois que j'en ai dit un mot quand même la semaine dernière. Donc la constante cosmologique, c'est quelque chose qui historiquement a été ajouté par Einstein aux équations gravitationnelles. Pour de mauvaises raisons. Parce que Einstein ne pensait pas que l'univers puisse être en expansion et il a en quelque sorte modifié sa théorie pour essayer de faire en sorte qu'elle soit capable de rendre compte d'un univers statique. Quelques années après, Einstein découvre que l'univers est en expansion, donc il retire la constante cosmologique et se dit que finalement il a fait une erreur puisque sa théorie de base prédisait cette expansion et tout allait bien. Sauf que, en fait, c'est plus subtil que ça. Ce que Einstein a considéré comme une erreur, ce n'était pas d'avoir ajouté une constante cosmologique, c'était d'avoir cru qu'une constante cosmologique pouvait faire un univers statique, ce qui n'est pas le cas. Mais en fait, mettre une constante cosmologique était une bonne idée, parce qu'aujourd'hui, on a une meilleure compréhension de la structure mathématique de la relativité générale, et on sait que la bonne écriture de cette théorie, c'est effectivement avec une constante cosmologique. Donc il n'y a aucune raison de ne pas la mettre, si tu veux. Il y a une raison, il y a un théorème derrière ça, qu'on appelle le théorème de Lovelock, qui est que dans un espace de dimension 4, il y a exactement deux tenseurs qui ont les bonnes propriétés pour être mis en face du tenseur énergie-impulsion. Deux tenseurs, c'est le tenseur d'Einstein et le tenseur métrique. Et la constante cosmologique, c'est le coefficient de proportionnalité qu'il y a devant le tenseur métrique. Donc aujourd'hui, on sait qu'il faut la mettre, d'accord ? Mais la question est, quelle est sa valeur ? Et l'expansion accélérée qu'on voit aujourd'hui dans l'univers est peut-être due à cette constante cosmologique. Donc il ne faut surtout pas penser que c'est quelque chose qu'on rajoute à la main parce qu'on en a besoin. Ça a été le cas dans le passé, pour de mauvaises raisons, mais aujourd'hui c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est ne pas la mettre qui est arbitraire. L'écriture générique de la relativité générale est avec constante cosmologique. Et c'est une manière d'expliquer éventuellement, donc comme je le disais, l'accélération de l'expansion cosmologique.